et pour montrer leur puissance et puissance. Alors nous avons le monsieur qui a été forestier et madame aussi, les trois dames sont appelées forestiers dans votre monsieur dans la région forestière. C'est une tenue spéciale. Alors, oui, donc il y a la Miss Guinée de France qui va faire son entrée. Veuillez applaudir très fort pour elle, s'il vous plaît. La lumière. Donc, Miss Guinée de France qui fait son entrée. Alors, nous sommes très heureux de la recevoir parmi nous ici. Soyez la bienvenue. Et tout à l'heure, merci. Nous vous remercions. Alors, je donne la parole. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée en France, Mesdames et Messieurs les représentants de la mairie de Sevran, Mesdames et Messieurs les membres du Haut Conseil des Guinéens de France, Mesdames et Messieurs les membres de la coordination des associations guinéennes en France, Mesdames et Messieurs les représentants des associations et groupements de Guinéens, chers compatriotes, chers amis de la Guinée, honorables invités, le comité de pilotage du 55e anniversaire de l'indépendance de la Guinée est heureux de vous accueillir à la journée culturelle qui marque le début des festivités commémoratives de cet anniversaire. Comme certains le savent, la date réelle de l'indépendance de la Guinée se situe au 2 octobre. Mais cette année 2013, cela coïncidait à un mardi, journée pendant laquelle la fête a été effectivement célébrée en Guinée. En France, du fait de la semaine ouvrable, la fête a été reportée à ce jour 5 octobre 2013. Le gouvernement guinéen a opté pour une célébration selon un programme tournant d'une région à l'autre. En 2012, la fête a eu lieu à Boké. Et en 2013, elle a eu lieu à Zérokoré, capitale de la Guinée forestière. C'est donc sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Guinée en France, que se déroule la fête nationale à Paris. 2 octobre 1958, 2 octobre 2013. 55 ans d'indépendance. La question que nous devons nous poser et à laquelle nous devons tenter aujourd'hui d'apporter une réponse est non pas de savoir comment nous avons accédé à la souveraineté nationale, mais qu'avons-nous fait de notre indépendance? C'est le lieu d'évoquer ici la mémoire de nos glorieux ancêtres qui ont combattu la colonisation, mais aussi tous les dirigeants qui ont marqué l'histoire de notre pays, également celle de l'Afrique et du monde entier. Chacun avec les succès et les échecs qui étaient les siens et que seule l'histoire pourra analyser. Je veux nommer ici le président Ahmed Sékou Touré, le président Lansana Conté, le président Moussa Dadis Camara, le général Konaté et aujourd'hui le président Alpha Condé. Ils nous ont laissé ce sentiment de fierté et de dignité qui caractérise le peuple guinéen. Cependant,
Nous devons regarder la réalité guinéenne en face et ne pas avoir peur de nous dire à nous-mêmes la vérité. Ainsi, 3 fléaux ruinent la société guinéenne et freinent son progrès. La corruption, l'ethnocentrisme et la menace de l'intégrisme religieux. En effet, lorsque des mosquées et des églises sont brûlées, convenez avec moi qu'on a franchi un pas vers l'intolérance religieuse. En ce qui concerne l'ethnocentrisme, il faut avouer qu'elle constitue une véritable gangrène. Tous les partis politiques sont fondés sur une base ethnique. Chaque Guinéen se réfère d'abord à son ethnie, ce qui met en péril le fondement même de la nation guinéenne. Enfin, c'est la corruption qui génère la pauvreté de la population, le népotisme, le manque d'infrastructures sanitaires, le délabrement des routes, le manque d'universités publiques dignes de ce nom, et j'en passe. Et tout cela malgré l'énorme richesse du sol et du sous-sol guinéen. Heureusement, nous avons une jeunesse galvanisée, ouverte sur le monde, au summum des nouvelles technologies de l'information et qui cherche à être utile à son pays par tous les moyens. Cette jeunesse-là, nous pouvons compter sur elle pour renforcer la démocratie et le progrès de notre pays. Pour en revenir aux festivités, le programme est le suivant. Après le discours de bienvenue du comité de pilotage, il y aura l'intervention de monsieur le maire de Sevran ou de son représentant. Ensuite, l'intervention de la CAGF, Coordination des associations de la Guinée en France. Puis l'intervention du Haut Conseil des Guinéens de France. Et enfin, l'intervention de son Excellence, monsieur l'ambassadeur. À 15h30, aura lieu une table ronde animée par monsieur Robert Koundouno, qui est auteur. Les intervenants seront monsieur l'ambassadeur, docteur So Lopé, docteur Tierno Ba et le doyen Jean-Jacques Lao. 15h30, 16h, défilé de mode et présentation de Miss Guinée-France. 16h, 17h, place aux artistes. Papa Kouyaté, Madame Kouyaté Aïssatou et tous leurs confrères. Il y a quand même une petite place pour manger et ce sera avant la table ronde. Et la nuit, il y aura une soirée de gala organisée donc à Montreuil, animée par le DJ Petit Pierrot. Et donc le début de la soirée, ce sera à 21h. À 23h, les artistes invités. À minuit, tirage de la tombola. La fin de la soirée est prévue pour 6h. Donc, bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la Guinée et vive l'unité nationale. Je vous remercie. Merci à tous. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui pour la célébration de cet événement du 55e anniversaire de l'indépendance de Guinée. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit parce que je pense que notre hôte, celui qui a présenté l'ouverture de cette cérémonie, l'a si bien fait, donc ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Mais en tout cas, c'est un honneur pour moi d'être là, de représenter l'association guinéenne, la coordination des associations guinéennes de France ici. Cette coordination qui a vocation justement de rassembler, de fédérer toute la communauté guinéenne pour une même cause
qui est l'unité nationale. Donc cette journée est justement sous le thème de l'unité nationale et on s'en félicite, en tout cas c'est ce qu'on voudrait. Le fondement, en tout cas, que porte, les valeurs que porte la coordination, c'est évidemment rassembler, unir, surtout dans un esprit de fraternité et de solidarité pour toute la communauté guinéenne aujourd'hui. On a eu un bon parcours, le parcours a été long de 1956 à aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses, de chemins de parcourus. Certains diront, bon, il y a eu une lenteur, mais moi je pense qu'il faut un temps pour tout. Il nous fallait ce chemin-là. En 2010, on est arrivé à un moment historique pour notre pays, et qui était la première élection démocratique, et tout le monde s'en félicite. Aujourd'hui, on sort des élections législatives qui, en tout cas, ont été organisées dans un esprit apaisé d'union et dans l'intérêt de tous. Bon, on ne va pas parler des résultats parce que ce n'est pas ça qui nous rassemble ici aujourd'hui. C'est juste pour dire justement le chemin qu'on a parcouru, la Guinée a parcouru jusqu'ici. Moi, je trouve que c'est un très beau parcours. Bon, c'est une jeune démocratie naissante, donc il y a encore des choses à faire, à apprendre, mais ce qui compte surtout, c'est cet esprit d'unité, de fraternité, de solidarité que nous devons en tout temps garder en esprit, et puis que tout le monde concourt en tout cas à ça, pour que les Guinéens se serrent la main, qu'ils restent ensemble et qu'on reste unis pour l'envol de notre pays. Voilà. Donc la coordination des associations guinéennes, en tout cas, est très contente d'être ici. Partout où il y aura un événement concernant la communauté guinéenne, par notre mandat qui nous a été donné par les associations, parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce aux associations, et les associations sont dans cet esprit d'unité, de rassemblement et de solidarité. Donc c'est ce que porte aussi cette coordination. Donc on est là à côté des associations, au jour et nuit, pour en tout cas essayer ensemble de bâtir les choses ensemble. Voilà. Donc moi je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je pense que bon, il y a d'autres personnes qui vont venir, qui vont nous parler un peu de cette histoire pour nous rappeler encore d'où on vient et où est-ce qu'on peut-être nous montrer un peu le chemin de là où on peut aller. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est en tout cas je suis très fière aujourd'hui d'être là pour célébrer cet événement avec vous tous. Et donc, je vous dis que la fête soit belle. Je souhaite une bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Et dans un esprit vraiment fraternel d'unité nationale. Et je dis, bon, ben, vive la Guinée, vive à tous les Guinéens. Et que vive en tout cas notre esprit de solidarité et d'union nationale. Merci. On passe directement à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Donc, applaudissez très fort pour notre... Merci beaucoup. Monsieur le maire, son représentant, s'il est déjà arrivé. Madame la représentante de la coordination des associations guinéennes de France, chers invités et amis de notre pays, chers compatriotes, en ce 5 octobre 2013, nous fêtons les 55 ans de notre indépendance. J'ai beaucoup aimé la réflexion, le thème « Qu'avons-nous fait de notre indépendance depuis 55 ans ?» Ceux qui ont connu ce pays le 28 septembre 1958, ça a été une journée d'unanimité, une journée d'unité, une journée d'union, une journée historique, une journée de rupture. Rupture avec un passé colonial, rupture avec certaines pratiques, y compris les unions régionales de l'époque, malheureusement que nous allons retrouver plus tard. Nous avons eu une Afrique militante de 58 à 84, une Afrique d'un autre contenu, on dirait une Afrique libérale,
une Afrique ouverte sur une autre Afrique, sur les problèmes de développement, qui a constitué la gestion du feu du président Lansana Conté. Nous sommes arrivés à une transition de 2 ans avec le capitaine Moussa Dadis Camara et le général Konaté pour finalement avoir notre première élection démocratique, libre et transparente, avec une investiture le 21 décembre 2010. Donc ce pays que nous avons, c'est le seul bien précieux qui nous unit. Il sera ce que nous en ferons. Et nous ne pourrons rien en faire sans unité, sans penser d'abord à la Guinée et aux Guinéens, avant de penser à nous, avant de penser à nos régions, avant de penser à notre ethnie, parce que c'est le mal qui mine la Guinée. Nous avons 2 difficultés majeures qui ont été évoquées tout à l'heure, la mauvaise gouvernance et la pauvreté du débat politique. Quand vous avez une pauvreté du débat, vous arrivez à vous identifier par rapport à un groupe, par rapport à une ethnie, par rapport à des choses, en simplifiant les choses. Vous savez, on est dans un pays, ce n'est pas très diplomatique de le dire, vous avez des thèmes ici, il vous suffit de les évoquer pour avoir 20% de l'électorat. C'est comme chez nous. Si vous magnifiez votre groupe ethnique, au détriment des autres groupes, forcément vous aurez peut-être l'adhésion immédiate de votre groupe, mais ça ne pourra pas faire long feu. Donc la Guinée ne pourra rien faire, la Guinée ne deviendra strictement rien si nous ne sommes pas unis. Nous avons les meilleures potentialités de tout le continent relativement à notre superficie, relativement à la densité de notre population. Mais depuis 55 ans, nous sommes parmi les PMA, les pays les moins avancés. C'est dramatique. Pourquoi? Nous le savons tous. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus, on parlera tout à l'heure d'un certain nombre d'aspects de ce pays-là. Mais c'est pour vous dire que quand on a les richesses que nous avons, les hommes que nous avons, et voir l'état de pauvreté de nos populations, c'est scandaleux pour nous tous, responsables, citoyens. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive à la Guinée. Et il serait temps de se réveiller, il serait temps de se considérer d'abord Guinéen avant d'être Malinké Peul ou Soussou ou Guérzé. Il serait temps de se dire que la Guinée a les meilleurs atouts, mais la Guinée les a détruits un à un par notre faute. Personne d'autre, nous ne pourrons pas accuser le colonialisme 55 ans après, nous ne pourrons pas demander à quelqu'un de gérer pour nous nos problèmes. C'est nous qui devons les gérer, nous avons les cadres qu'il faut pour ça. Mais un cadre, c'est aussi la conscience et la rigueur. C'est penser que ce que vous dépensez pour vous, c'est ce qui manquera à la population. Et si nous voulons que cette population soit heureuse, qu'elle dise une fois ouf, nous aurons réussi notre mission. Et cette mission ne sera réussie que grâce à nous tous, l'ensemble des Guinéens. Je suis navré, c'est la 2e fois. L'année dernière, nous avons fait dans cette même salle le 29 septembre 2012. Nous avons les mêmes absences. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que pour notre fête de l'indépendance, nous n'ayons pas cette présence, cette exigence d'être ensemble, de se dire que nous appartenons à l'homme. Parce que nous sommes ici, vous aurez remarqué que l'ambassade s'est déplacée en masse, parce que nous représentons l'État, nous représentons l'ensemble de la nation guinéenne. Et j'aurais aimé que l'ensemble de la nation guinéenne soit ici. Donc c'est pour vous dire, bonne fête à tous. Prenons soin de notre pays, prenons soin de nous, prenons soin de nos populations, prenons soin de l'avenir de notre jeunesse. Merci. Bonjour à tous. Chers auditeurs, bonjour à tous. Voici le thème principal de notre entretien du jour. L'histoire d'une indépendance nationale, ou le nom de la Guinée au général de Gaulle. Présentation des participants. Dr So Alpha, titulaire d'un doctorat en histoire. Il nous exposera le contexte général du passé colonial, la Guinée avant le nom, la situation pendant le nom, son destin après le nom. Donc, la passion de l'intervenant pour l'histoire reste un atout pour nous tous. Nous avons son Excellence l'ambassadeur, M. Camara Amara,
Lui, il apportera un éclaircissement sur les difficiles relations diplomatiques et internationales à propos d'une jeune nation guinéenne bouillante, tout aussi souveraine que panafricaniste, après l'acquisition de son indépendance le 2 octobre 1958. Et moi-même, l'animateur, M. Koundouno, je suis auteur et je fais de la littérature générale. Présentation du thème. Il faut toujours un processus à travers lequel s'inscrit une attitude d'indépendance. Et cela, quelle que soit la définition admise, aussi vrai pour une expérience personnelle que pour une impulsion nationale. Et ce mouvement ou ce processus s'inscrit dans la durée d'un passé vécu. Nous en profitons pour déblayer le terrain, afin d'apporter un peu de lumière sur les instants historiques de notre indépendance, mettre un peu de clarté sur les faits historiques d'un nom, l'ultime phase d'une lutte sans concession, une marche opiniâtre vers la porte donnant sur nos indépendances panafricaines, les libertés et les droits revendiqués par toute l'Afrique. Voici quelques traces du passé, quelques enregistrements de notre fait historique à travers quelques citations lapidaires. Nous avons entendu le discours aussi, propre à révéler une confrontation des plus mémorables de notre histoire nationale. Le cri d'une humanité humaine dominée, rendue esclave d'une autre communauté humaine. Une épreuve de force pour la conquête d'une souveraineté nationale. Nous ne renoncerons pas et nous ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel à l'indépendance. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Sékou Touré, discours prononcé devant le général de Gaulle à l'Assemblée territoriale le 25 août 1958. On a parlé d'indépendance. Je le dis ici plus haut encore qu'ailleurs. L'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui a été faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole ne fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr des conséquences, mais d'obstacle, elle n'en fera pas. Et votre territoire pourra, comme il le voudra, et dans les conditions qu'il le voudra, suivre la route qu'il voudra. Réponse au discours entendu à l'Assemblée territoriale du 25 août 1958. Beaucoup plus tard, l'illustre le hôte reviendra sur cette circonstance. Sur un ton péremptoire, il m'adresse un discours fait pour sa propagande. Nous l'avons entendu à la radio, et coupé par des rafales bien rythmées de hurrahs et d'applaudissements. Donc, De Gaulle se souvient de son passage à Conakry et il mentionne cela dans ses mémoires, tome 1. Aimables auditeurs, chers compatriotes, écoutons maintenant les exposants à tour de rôle. Vos questions enrichiront le débat. Nous rêverons nos souvenirs de notre passé, dans le respect de chaque dignité humaine. Mais en parlant peu, on entend beaucoup. C'est un proverbe russe. Merci. Mes chers compatriotes. Le micro. Pardon? Le micro. Ah.
Mes chers compatriotes, je vous remercie pour votre présence. J'ai intitulé le thème de mon intervention « L'historicité du non-guinéen de 1958 ». Donc, comme tout événement historique, si l'événement en lui-même est important, les circonstances dans lesquelles l'événement s'est produit sont aussi importantes. Et il me paraît difficile de bien saisir l'événement lui-même si on ne donne pas tous les contours de l'ambiance, du contexte dans lequel l'événement s'est produit. Bon, maintenant, voilà pourquoi ma planche va avoir un avant, un pendant et un après. Non. Donc cette conférence destinée au grand public a pour objectif une large information sur cette période de notre histoire dont l'évocation est d'une importance cardinale qui n'échappe à personne. Aussi, je présenterai cette communication de manière simple, en évitant de rentrer dans des spécialisations afin de donner à l'intelligence de mon propos une plus large échelle. Le choix du thème obéit à un impératif évident en cette journée de commémoration de l'indépendance de notre pays, mais aussi au-delà des considérations politiciennes. Nous avons un devoir de reconnaissance et de respect pour notre passé à travers la lutte que nos aînés ont menée pour sortir notre pays du carcan colonial. C'est-à-dire que nous, je crois, 50 ans après l'indépendance, nous ne mesurons pas bien ce que c'était le carcan colonial. Mais en 1958, on savait ce que c'était. Donc que les gens aient insisté sur cette question-là me paraît important et j'aimerais bien attirer votre attention là-dessus. Il est tout à fait convenable alors d'inscrire cette reconnaissance dans un contexte africain plus large, légitimé par le lourd prix en vies humaines que cette lutte a nécessité. Je rajoute que ce ne sont pas des individus que nous célébrons, même si on ne peut éluder les hauts faits individuels, mais une histoire que nous célébrons car elle fonde notre personnalité. Félicien Chalal disait que l'histoire est au peuple, ce que la mémoire est à l'individu, la condition de la personnalité. Saisir cette problématique implique alors l'évocation du contexte historique des revendications politiques, de même que les voies d'accès aux indépendances en Asie et en Afrique essentiellement. Depuis les indépendances négociées, comme ce fut le cas en Inde en 1947, mais qui a eu pour conséquence la partition du pays, en passant par les indépendances qui ont nécessité de violentes luttes armées, Indochine de 1946 à 1954, Algérie de 1954 à 1962, et par d'autres, comme ce fut le cas de la Guinée, qui se sont exprimés dans des conflits essentiellement politiques. Voilà l'ambiance. On peut l'appeler le contexte, on peut l'appeler aussi l'avant, comme le suggère notre intitulé, dont la saisie permet une réelle intelligence de notre problématique. Ce contexte mérite alors d'être précisé si l'on veut restituer à l'indépendance de notre pays toute son historicité et exprimer au-delà des ressentis humainement compréhensibles, favorables ou non de chaque Guinéen vis-à-vis des acteurs de cette exaltante période, la reconnaissance méritée de notre génération et de celle à venir pour la lutte de nos aînés contre le système colonial. Une telle démarche restitue la continuité dans l'espace et le temps sans laquelle les faits historiques sont dépouillés de toute leur consistance, de toute leur valeur, de tout leur contenu. Ce processus d'émancipation ne pouvait se dynamiser ou simplement se mouvoir sans une implication réelle des pays anciennement dominés économiquement, militairement, politiquement et culturels et qui ont découvert sur le champ de bataille, aux côtés de leur métropole au cours des 2 guerres mondiales, la valeur cardinale de l'existence que représente la liberté. Cette liberté qui restitue à la vie l'humanisme qui la rend précieuse, exquise, appétissante. Ainsi, de la conférence de Bandung en 1957 à celle de Belgrade en 1961, qui a consacré la naissance du tiers-monde, qui choisit le non-alignement, on a observé une sérieuse réaction, de même qu'une indéniable effervescence des anciennes colonies, aspirant à être des États indépendants, dans une lutte farouche contre le système colonial avilissant. Ce préambule très simplifié permet de mieux saisir le cheminement politique qui a conduit à l'indépendance de la Guinée en 1958. Incontestablement, en 1958, le contexte international est encore marqué par les violences nées de la fin de la Seconde Guerre mondiale, tant au niveau des métropoles qu'au niveau des colonies. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, les colonies ont intervenu en hommes et pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors, selon les statistiques que l'on peut retrouver chez l'historien Marc Michel, qui a fait un travail remarquable sur la contribution de l'Afrique à l'effort de guerre, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu à peu près 30 000 indigènes, comme on le disait à l'époque, qui ont participé à la guerre. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, ce chiffre est monté à 520 000 personnes qui ont constitué l'essentiel de ce qu'on appelle les forces françaises libres, c'est-à-dire l'armée que le général de Gaulle a créée en dehors de la France. Parce qu'en France, il ne pouvait pas rester, étant donné que c'est Pétain qui était là. Donc, cette période a été profondément marquée par les brutalisations de la vie politique nées de l'exercice et de la fin du nazisme en Europe occidentale d'une part, et d'autre part de l'affirmation de notre régime autocratique d'une brutalité encore insoupçonnée, le communisme en Europe centrale et orientale. Alors, il faut bien voir combien ce contexte est marqué par toutes ces brutalisations-là, pour bien se mettre à l'esprit ce qui pouvait être, à la limite, la psychologie des gens qui ont conduit cette joute politique qui a conduit à l'indépendance de la Guinée. De fait, la fin de la guerre a fait basculer le monde dans une nouvelle ère qui rendait inéluctables les revendications pour les indépendances, de même que leur avènement. C'était dans la logique des choses. Elle était marquée par l'affaissement des anciennes puissances européennes qui ont exercé une réelle domination du monde jusqu'à 1945, et l'émergence de deux nouvelles puissances, les États-Unis et l'Union soviétique, politiquement, économiquement, socialement opposées. La guerre froide entre ces deux puissances, qui a démarré en 1947, va considérablement affecter les relations internationales jusqu'en 1991 et favoriser non seulement les revendications pour les indépendances au nom du nouveau principe de l'ONU, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais aussi la condamnation de manière totale et irréversible du système colonial. Ces deux nouvelles puissances se chargeaient désormais non seulement de la sauvegarde de la paix internationale, mais elles se chargeaient aussi de veiller sur ce qu'on appelle la sécurité collective. On aurait tort de sous-estimer dans un tel contexte les intérêts personnels que défendaient ces deux nouvelles puissances, chacune voulant internationaliser son modèle. En ce qui concerne le cas spécifique de la France, elle n'était pas encore sortie des incertitudes de la 4e République qui avait plongé l'exécutif dans une instabilité si chronique entre 1946 et 1958 que quelques intellectuels n'avaient pas hésité à qualifier cette époque de la valse des gouvernements en France. C'est-à-dire que parfois, il y a des gouvernements qui se constituaient, 3 mois après, ils tombaient. Les institutions de la 4e République plaçaient l'exécutif entre les mains des partis politiques plus puissants, mais fortement divisés, notamment sur la question coloniale, que les partis de gauche, le Parti communiste notamment, combattaient avec virulence quand les autres voulaient du maintien de l'Empire. Entre la présidence de Vincent Auriol, le premier président de la 4e République de 1946 à 1954, à celle de René Coty de 1954 à 1958, 12 gouvernements se sont succédés à la tête de la France. Une instabilité jugée chronique de l'exécutif, constatait-on. Et je pense que c'est ce que le général de Gaulle avait constaté. Et d'ailleurs, dès le départ, qui a motivé le départ depuis 1946. Mais la France venait à peine d'essuyer la défaite de Dien Bien Phu en 1954. En passant, je rappelle que le général Thiap est décédé hier, celui qui avait terrassé les armées françaises à Dien Bien Phu. Alors, 102 ans. Dès 1956, les protectorats tunisiens et marocains sont remis en cause. En 1958, l'État français est menacé par les partisans de l'Algérie française. Face à ce danger, le président de la République, René Coty, rappelle le général le 1er juin 1958. Il est investi président du Conseil par l'Assemblée le 2 juin 1958. Il demande et obtient les pleins pouvoirs sur 6 mois pour pouvoir faire voter une nouvelle constitution qui fera naître la 5e République. Le garde des Sceaux, Michel Debré, rédige la constitution qui est adoptée par référendum le 28 septembre 1958 par 79% des voix. Le général de Gaulle est élu président de la République par un collège électoral de 80 000 personnes composé des parlementaires, conseillers généraux, conseillers municipaux. En ce qui concerne le cas de l'indépendance de certains territoires d'Afrique noire dans lequel s'inscrit l'indépendance guinéenne, la revendication fut plus apaisée. Sur les conseils de grands intellectuels comme Léopold Sédar Senghor, la métropole proposa une nouvelle communauté avec les anciennes colonies françaises. De la réponse à l'acceptation ou non de la communauté française dépendait l'avenir de la coopération avec les territoires de l'ex-AOF qui nous intéressent. Ça, c'est quand même un préambule qu'il était nécessaire de bien dégager pour montrer dans quelles circonstances s'est noué les tractations politiques
les revendications politiques qui ont conduit à l'indépendance. Donc, on va examiner en un premier point le nom de la Guinée et la réaction de la France. Parce que j'ai écouté tout à l'heure dans le discours, le général de Gaulle avait précisé que la Guinée pouvait prendre son indépendance et que la métropole ne fera pas d'obstacles. Mais on va voir que la métropole va mettre beaucoup d'obstacles. Là, nous allons voir de manière très simplifiée les étapes essentielles de la lutte pour l'indépendance qui nous permettent de mieux nuancer cette expression qui a tendance à s'imposer à l'histoire. Sékou Touré a arraché le nom à De Gaulle. À mon sens, il ne s'agit nullement d'une joute entre deux personnes, même si le déroulement des faits laisse cette image à la postérité qui fait donc penser à un conflit plutôt personnel. Il ne s'agissait pas d'un combat entre deux hommes, ce qui dans les faits bénéficiera à Sékou Touré en termes de notoriété, mais du rejet d'un système que malgré lui, De Gaulle en était le représentant. Son attitude dans la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie et qui a failli lui coûter la vie en est un témoignage. De plus, il ne peut être considéré comme le représentant de la 4e République coloniale qu'il avait désertée dès 1946 quand son projet de rédaction de la Constitution de la 5e lui a été refusé. En remontant plus en amont, après la Première Guerre mondiale, le colonel De Gaulle était un officier sous la protection du maréchal Pétain. En mai 1940, il est promu temporairement général de brigade. Le 6 juin 1940, il devient sous-secrétaire d'État à la Défense nationale dans le cabinet de Paul Reynaud. Le vote de l'armistice qui a entraîné la formation du gouvernement de Pétain le 16 juin 1940 eut pour conséquence le départ du général De Gaulle pour Londres. Le 18 juin, c'est son appel à la BBC. On ne peut pas dire de ce moment-là, jusqu'à sa visite en Guinée en 1958, en août 1958, qu'il représente la France et son empire. Tout au moins, le Parlement lui avait reconnu les pleins pouvoirs à cette époque, comme nous l'avons vu plus haut. Mais il n'était pas encore élu président de la République, même s'il s'exprimait en son nom. Sur le plan de l'histoire stricte, on commettrait une grave erreur de penser que les mouvements de revendication des indépendances, assimilables à des mouvements de résistance et de lutte contre le pouvoir colonial français, n'ont commencé qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'abord, les recrutements des tirailleurs sénégalais pour soutenir la Grande Guerre, donc dès 1915, ça a conduit à d'importantes révoltes en AOF, en Algérie et à Madagascar. En AOF, ces révoltes furent très violentes en pays Bambara, dans le Bélédougou, à Koulikoro. Dès 1945, et à la suite, on continuait des revendications déjà bien établies. Aussi, la participation de l'AOF et de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, dans l'effort de guerre de 1945 n'a aucune commune mesure avec les efforts de la Grande Guerre. Ça veut dire tout simplement que les Africains avaient participé de manière absolument, effective et efficace à la fois et à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. De ce point de vue, ils ne se considéraient plus comme étant, si vous voulez, ceux qui attendent le monde de la France. Ils se situaient dans la perspective de gens qui revendiquent un droit. Alors, le nom guinéen s'inscrit dans un contexte historique irréversible, même s'il n'était pas une fatalité dans la mesure où la Guinée a été la seule colonie en AOF à prendre cette option de rupture, les autres colonies d'Afrique de l'Ouest ayant opté pour le oui. Ce qui a donné au nom un caractère inexorable et qui a plongé son annonceur Sékou Touré dans l'embarras, c'est que l'orateur fut le porte-parole de la revendication politique d'un parti, le PDG naissant, qui avait un besoin vital d'exister d'une part et qui ne voulait objectivement pas se mettre à dos la métropole d'autre part. Et ça, on va le voir un peu plus loin. Le 25 août 1958, après le discours de bienvenue du président de l'Assemblée territoriale de l'époque, Sekoula Diallo, ce fut le tour de Sékou Touré, à l'époque président du Conseil de gouvernement de la Guinée. Son discours trahissait un réel embarras du fait qu'il était convaincu qu'historiquement il avait raison de poser la revendication dans les termes que nous connaissons, mais il ne savait pas comment la France allait la prendre. Sa revendication était juste car elle correspondait réellement aux aspirations des paysans guinéens courbés sous des contraintes inhumaines les plus indescriptibles du système colonial. La preuve est qu'une année auparavant, c'est-à-dire en 1957, il avait supprimé la chefferie traditionnelle, ce que certains intellectuels guinéens vont lui reprocher avec virulence. Son statut d'homme aussi l'orientait logiquement dans cette option, n'étant pas fils de chef, selon les informations dont je dispose. Ensemble, on peut constater que d'une certaine manière, Sékou Touré a vécu ce que vivaient les paysans guinéens sur la foi des témoignages personnels dont nous disposons sur le comment il a grandi. N'étant pas fils de chef,
forcément, il était beaucoup plus aux prises avec la réalité objective que vivaient les paysans de cette époque. Donc, il est évident que le principe de la décolonisation n'avait pas la même résonance dans son esprit que dans l'esprit des autres élites guinéens, la plupart des gens qui étaient des enfants de chefs. Alors, ce qui constitue à la fois son univers et une rupture réelle avec les autres Guinéens majoritairement fils de chefs. Pour la survie politique de son parti, le PDG, sa revendication ne pouvait être que radicale, car, me semble-t-il, elle lui correspondait dans la réalité. Mais aussi, ce qui donnait quand même un caractère assez radical à la revendication de Sékou Touré tel qu'il l'a posé, c'est que ce n'était pas un politique, c'était un syndicaliste. Et vous savez que le discours d'un syndicaliste tranche avec le discours d'un homme politique. Un homme politique qui s'adresse à un autre homme politique, il y a le politiquement correct, il y a etc., mais le syndicaliste qui revendique une question de survie, lui, son discours est beaucoup plus tranchant. Alors, j'ai pu mesurer l'embarras de Sékou Touré à travers l'interview qu'il avait accordée à 3 étudiants français le 20 août 1958, 5 jours avant le passage du général de Gaulle à Conakry. Il leur a expliqué au cours de cette interview l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de contourner le Nord. Sékou Touré pensait que ses étudiants français auraient pu expliquer au général son embarras. Il leur précise que cette option n'est en aucune façon dirigée contre la France. Et d'ailleurs, vous avez même écouté dans le discours là, il dit qu'il ne confondait pas du tout la demande d'indépendance à une sécession avec la France. Et comment j'ai pu être en contact avec l'interview là, c'est que j'ai été le professeur d'histoire du fils d'un de ces 3 étudiants que Sékou Touré a reçu le 20 octobre 1958 à Conakry. Il s'appelle M. André Déliol. Alors, il a consigné sur papier l'ensemble de l'interview que Sékou Touré leur avait accordée, et il pensait effectivement que, et quand le monsieur a su que son fils se passionnait beaucoup pour les cours que je donnais, eh bien, on a fait une échange de lettres, et quand il a su que je m'intéresse à l'écriture, il m'a passé l'interview que je garde. Et probablement, s'il y en a qui s'intéressent, je peux absolument leur donner ça. Donc, M. Desbion dit, il avait prévu que nous rencontrions le général de Gaulle en fin de réception. Nous souhaitions lui faire part des réactions de M. Sékou Touré au sujet du référendum, mais le général fatigué avait dû quitter les lieux plus rapidement. Aurions-nous réussi à convaincre le général de Gaulle de l'embarras dans lequel se trouvait Sékou Touré quant à la façon dont la question était posée pour le référendum, et éviter ainsi ce que je considère comme un tragique malentendu? Nous n'en saurons jamais rien. Et moi-même, dans mon livre, j'ai rajouté, en somme, la Guinée, par la voix de Sékou Touré, proposait à la France ce qu'on appellerait aujourd'hui la coopération dans le respect des différences. Cette question, vu le contexte et la mentalité coloniale encore à la mode à cette époque, n'était-elle pas osée? Ça, c'est l'interrogation que je me suis posée, et je pense qu'elle était vraiment osée. Elle était osée parce qu'elle traduisait un fait absolument réel. Au nom du PDG, il avait axé toute sa revendication sur la cause des Africains en général et les Guinéens en particulier, victimes du système colonial, les paysans notamment. Il affirme, nous devons nous préoccuper des conditions exactes, ça vous l'avez entendu, ce n'est pas la peine de le répéter. Pour cette raison, il a axé tout son propos sur la notion de dignité qui avait à ses yeux une valeur matérielle à laquelle il était sincèrement attaché. Il dit, nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Sous-entendu qu'il n'est pas normal que la Guinée soit un pays si riche et que ses habitants vivent de manière si misérable. Il donne à cette forme d'injustice une valeur presque biblique. Et cette disposition intellectuelle et son rejet du système colonial qui dévalorisait à ses yeux l'humanité africaine. Pour avoir vécu comme les déshérités du système colonial, il était persuadé que toutes les élites guinéennes pensaient comme lui. Il continue. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté, car tout là également, vous venez de l'entendre, je ne le répète pas. Alors, selon moi, ma compréhension des documents, je pense que loin de lancer un affront à la France ou au général de Gaulle, Sékou Touré tentait de faire admettre une manière d'être des populations guinéennes, objectivement qui ne sont pas très loin de sa manière d'être. La Guinée demandait à la France de reconnaître aux Guinéens la dignité qu'elle reconnaissait aux Français. Ce qui, de mon point de vue, était non seulement en avance par rapport à cette période d'incertitude, mais aussi osé pour l'expression d'une colonie. Il ne faisait pas de doute pour Sékou Touré et son président de l'Assemblée territoriale que le message serait compris.
Il voyait déjà à l'esprit cette grande communauté multinationale composée d'États libres. Et c'est là où je pense que tous les deux rêvaient un peu. Sékou Touré acceptait même une renonciation à une part de la souveraineté consciente des enjeux, parce qu'il ne voulait pas du tout de rupture avec la France. Nous ne renoncerons pas, ça également vous venez de l'entendre, je n'ai pas besoin de le reprendre là. Il me semble que les deux leaders guinéens idéalisaient un peu le projet de communauté franco-guinéenne. La réalité n'allait pas tarder à leur remettre les pieds sur terre. On voit bien le caractère quelque peu paradoxal de la rencontre entre les deux hommes, tous deux déterminés par des psychologies très éloignées. En effet, le général de Gaulle venait à Conakry marqué par les effets de la Seconde Guerre mondiale, les traces encore fumantes de la guerre d'Indochine, l'échec de la 4e République et l'instabilité de l'exécutif français, les incertitudes de l'Empire presque moribond, ses soucis pour une nouvelle constitution pour la France, problème prioritaire à ses yeux, la toute domination américaine qui le rejetait autant que Sékou Touré lui-même rejetait le système colonial. Ça veut dire qu'après la fin de la guerre, la domination américaine était absolument outrageante. Et le général rejetait cette domination-là. Et je pense que de la même manière, Sékou Touré également rejetait le système colonial. Alors, tout ceci m'amène à déduire que 1958, la rencontre entre le général de Gaulle et Sékou Touré a été l'occasion de rendez-vous manqué à cause d'une incompréhension avérée. Aucun des deux n'a fait l'effort de comprendre l'autre, tous deux porteurs de préjugés réels et immenses. Les préjugés-là, vous les connaissez. Le 28 septembre 1958, par 1 130 292 non, contre 56 959 oui, le projet de constitution de la communauté française fut rejeté par la Guinée. Le 2 octobre 1958, l'indépendance fut proclamée. Le même jour, un télégramme est adressé au chef du gouvernement français, donc au général de Gaulle, l'informant de la proclamation de l'indépendance et dans lequel Sékou Touré réaffirme la volonté sincère de la Guinée de collaborer avec la France, ce qui équivaut à rester dans le giron français. Un deuxième télégramme similaire est adressé au président du conseil de gouvernement de la République française. Ces deux télégrammes restèrent sans suite. Le 9 octobre 1958, un troisième télégramme est adressé à la France pour lui demander la reconnaissance de l'indépendance de la Guinée. Ce télégramme eut une réponse notifiant à la Guinée les conditions de son admission à la communauté. Ça veut dire que vous voyez bien que leur démarche était absolument parallèle. Pour le général de Gaulle, le discours de Sékou Touré n'était pas l'expression de la volonté des populations guinéennes. Là, il se trompait. Mais il supputait que ce choix était celui des élites guinéennes, et là, il avait raison. C'est-à-dire qu'on était dans une situation où il pensait que les peuples guinéens ou les populations guinéennes étaient pour la France. Il estime que ce sont les élites guinéennes, notamment les enseignants, enfin les élites guinéennes de l'époque, qui ne voulaient pas de l'indépendance. C'est vrai qu'il avait raison à ce moment-là, parce qu'on va voir par la suite que ces élites-là, qui avaient peur de perdre leur poste, ont préféré faire lire le discours par Sékou Touré, ce que Sékou Touré retiendra après. Bon, mais la revendication, le rejet du système colonial tel que Sékou Touré l'a expliqué, répondait de manière absolument directe à l'aspiration des populations de la Guinée. Le général dit « J'emporte de ma visite en Guinée l'impression d'un sentiment populaire qui est tout tourné du côté que je souhaite. Je forme le vœu que les élites de ce pays prennent la direction que j'indique et dont je crois qu'elle répond à l'intention profonde de nos masses. » Le 25 octobre, Sékou Touré adresse au général de Gaulle une lettre dans laquelle il manifeste l'intention de la Guinée de rester dans la zone franc. Il dit « Nous avons estimé en effet que c'était une des mesures les plus concrètes de notre volonté de collaboration sincère avec le peuple de France. » Jusqu'au 4 décembre 1958, cette lettre n'avait pas eu de réponse. Dans la réponse qui est parvenue à Conakry, la Guinée est présentée comme une charge à la France à cause des avantages qu'elle retirait de son appartenance à la zone franc. Sékou Touré a déduit à partir de là que finalement, que c'était de lui que la France ne voulait pas. Parce que toutes les concessions qu'il a données là, il remettait la Guinée dans le giron français. Et à chaque fois, on lui donne une fin de non-recevoir. Le 29 octobre 1958, un autre message ressemblant à la fois à une plainte et à un avertissement est adressé à la France, dans lequel Sékou Touré indique « Nous pensons, Monsieur le Président, que pour des raisons de toute nature, la République française pourrait enfin reconnaître le pays auquel elle a si spontanément accordé l'indépendance le 29 septembre dernier.
On voit bien, à la lumière de tout ce qui précède, que le leader guinéen faisait plutôt preuve d'esprit de réconciliation. Parce que la Guinée n'a pas reçu spontanément l'indépendance de la France. Mais selon André Levin, les autorités guinéennes ne pouvaient plus, je cite, recevoir normalement le concours ni de l'administration de l'État français, ni des crédits d'équipement. Les fonctionnaires en service en Guinée demeureront à leur poste dans l'immédiat, mais un plan de transfert sera mis en application dans un délai de 2 mois. Donc tous les fonctionnaires ont été rapatriés. La Guinée est restée avec une administration pratiquement sans fonctionnaires. Alors, les conséquences de cette réaction française est immédiate. L'administration guinéenne se vide, les projets d'investissement s'arrêtent, les activités commerciales sont atteintes. Dans son message du 15 octobre 1958, le gouvernement français, Sékou Touré, réellement angoissé par les troubles qui se profilent, indique les organismes bancaires installés en Guinée ont en fait cessé tout crédit destiné à faciliter la vie économique du pays. Comme il fallait s'y attendre, une telle attitude destinée à créer la panique commence à produire ses effets. Ça, c'est le dernier télégramme que Sékou Touré a adressé à la France. Et c'est ce que nous allons voir là, c'est ce que j'appelle le pendant de mon propos, qui permettra à tous les spécialistes en psychologie ou en psychanalyse de faire une idée sur les circonstances qui ont forgé sa mentalité suspicieuse à l'égard de la France et à l'égard des élites guinéennes qu'il soupçonnait de l'avoir piégé. À lire le texte sur le fond duquel elles étaient d'accord, mais sur le témoignage de Moussa Sandiana qu'elles n'osaient pas assumer. Et ça, c'est Moussa Sandiana même qui l'a dit. Moussa Sandiana a été un des grands compagnons de l'indépendance. Il a été, c'était un instituteur, il a été également ministre du commerce sous Sékou Touré. Et j'ai même amené le document filmé là-dessus, où il explique, effectivement, toutes les élites, notamment les enseignants, qui avaient des revendications syndicales d'ordre salarial, etc., étaient d'accord sur le rejet du système colonial, parce qu'ils vivaient ça de manière injuste. Mais ayant peur de perdre leur poste, ils ont poussé Sékou Touré à lire le texte. Et comme il fallait s'y attendre, Sékou Touré a déduit que ces gens-là, ce sont des trompeurs, ce sont des, comment ça s'appelle, des manipulateurs, et il en a retenu. Bon, peut-être on peut penser que c'est à partir de là que sa haine des enseignants a commencé. Ça, c'est une question sur laquelle je ne tranche pas et sur laquelle je demande à chacun de réfléchir. Maintenant, le deuxième point, c'est le PDG face à la construction nationale. Ça veut dire, c'est ce que vous avez posé ici, qu'est-ce que les autorités guinéennes ont fait du non? Et on peut reformuler cette problématique de la façon suivante. Qu'est-ce que le PDG, en fait, a fait du non guinéen de 1958? Parce qu'il faut nommer les choses. C'est bien le PDG qui avait le vent en poupe, c'est bien le PDG qui a conduit la revendication, c'est bien le PDG qui a obtenu le non, c'est bien le PDG qui a pris le pouvoir. Et maintenant, on peut se demander, qu'est-ce que le PDG a fait du non? J'ajoute que cette question, je ne la débattrai pas ici. Chacun de nous en ayant une idée. Vous avez écouté l'intervention de M. Bélimou. Vous avez également étudié et écouté l'intervention éclairante de son Excellence l'ambassadeur. Donc, je n'ai pas à épiloguer sur ça parce que la question est réellement posée. Cette question, je ne la débattrai pas ici. Chacun de nous en a une idée. Pour de plus larges informations, j'invite les Guinéens à lire mon livre que j'ai déjà cité. Alors, je ne peux, en toute correction, manquer de remercier le comité de pilotage d'avoir pour la première fois accepté d'inviter le débat scientifique sur la question guinéenne en complément du débat politique et dans le rejet des discussions politiciennes inutiles, ruineuses et corrosives. En particulier, je salue l'audace, la réelle énergie et le sincère engagement de M. Kounino Robert que j'ai rencontré pour la première fois. Bon, parce que c'est avec lui que j'ai discuté, il m'a persuadé que c'était une bonne chose et je pense que je ne regrette pas d'être venu. Mes remerciements à la représentation diplomatique guinéenne en France, son Excellence l'ambassadeur Amara Camara en particulier pour son investissement en faveur de cette mémorable journée guinéenne et des perspectives nouvelles et prometteuses visibles autour desquelles il s'active. Ça, ce n'est pas la première fois que je constate ça. Je l'ai constaté une première fois au 20e arrondissement là-bas où nous avons fait une conférence. Je l'ai écouté, j'ai vu ses orientations. Une deuxième fois, nous nous sommes rencontrés au Mans où j'étais invité également pour faire une conférence
là également, je l'ai écouté, et aujourd'hui encore, nous sommes ensemble. Pour moi, tout ça, ce n'est pas le fait du hasard. Mes remerciements à cette auguste assemblée pour son écoute et son sérieux. Vive la République de Guinée. Et je formule le vœu que le Tout-Puissant qui nous a tous créés, dans son infinie bonté, nous gratifie de la clairvoyance, du discernement qui empêche le Guinéen de croire que notre Guinéen est son ennemi au lieu d'être un frère. Paris, le 5 octobre, Alpha Lopez Sow. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Et nous reviendrons sur le thème avec vos questions. Alors, je passe la parole à son Excellence. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Avant de parler de la Guinée dans les relations internationales, je voulais juste préciser, apporter quelques éléments complémentaires à l'exposé qui vient d'être fait. D'abord, en dehors de toute flexibilité, je m'associe, il faut que vous sachiez que l'adjoint au maire du 20e arrondissement, M. Gassama, a beaucoup fait pour notre communauté, s'est impliqué dans tout ce que nous faisons. C'est l'occasion pour nous de présenter nos félicitations pour son mariage. J'aurais bien voulu y être, mais ça a coïncidé avec cet événement, donc je me suis fait représenter. C'était pour vous dire que c'est quelqu'un qui mérite d'être encouragé, qui mérite d'être soutenu, parce qu'il nous a soutenus à tout moment. Merci. Concernant la situation de la Guinée en 1958, il y a un élément important qu'il faut associer à cette indépendance tous les acteurs politiques de l'époque. Je pense particulièrement à Barry Diawadou, qui était le secrétaire général du bloc africain de Guinée, et à Barry III, qui était du Parti socialiste de Guinée. Ce sont tous ces acteurs politiques qui ont décidé de voter non. C'est quand je vous parlais d'unanimité tout à l'heure, c'était ça. Donc on ne peut pas parler d'indépendance de la Guinée sans associer ceci. L'exemple contraire est donné par le Niger. Vous savez que Djibo Bakary, qui était du même côté que Sékou Touré, a renoncé, a été battu parce que la France a décidé d'apporter son soutien à Mani Diori, qui a décidé de voter oui. C'est pour vous dire l'importance des deux personnes que j'ai citées. L'appui de Diawadou et de Barry III était indispensable à l'indépendance de la Guinée, parce que le général Massieu, à l'époque, pour la jeune génération qui ne le sait pas, avait dit au général de Gaulle, si vous voulez, je ramènerai la Guinée dans les rangs. Donc sachez, j'aimerais que leur mémoire soit respectée, leur mémoire soit aussi associée à cet événement-là. L'aspect de 58, de ce fameux jour d'août 58, il y a deux éléments psychologiques qu'il ne faut pas oublier ici. Le premier, c'est l'ambiance dans laquelle s'est passée cette réunion à l'Assemblée territoriale de Guinée. Pour ceux qui connaissent ce bâtiment, ce n'est pas un grand bâtiment, c'est un tout petit bâtiment. Je ne sais pas quel est le service qui est logé en ce moment, c'était en face de la mairie de Conakry. C'est une petite salle qui était remplie, chauffée à blanc, avec un général de Gaulle qui n'avait pas eu l'opportunité de lire le discours avant de l'entendre dans la salle. Donc il s'est senti personnellement visé par le ton, par l'ambiance, et ça va amener des conséquences inextricables, comme vient de l'expliquer, parce qu'on ne peut pas, cette partie-là aussi importante, parce que ce sont des êtres humains. Chacun a pris l'attitude de l'autre comme étant adressé à lui-même. Et enfin, pour dire que l'élite, aucun enseignant, personne ne pouvait prononcer le discours devant le général de Gaulle, que c'est le président du conseil de gouvernement. Et le chef de la France ne pouvait pas s'adresser ni à une société civile, ni à une organisation syndicale. Celui qui avait la possibilité, le droit de parler, c'était Sékou Touré, et il l'a fait avec le ton que je viens de vous indiquer. C'était simplement pour apporter ces éléments. Maintenant, vous avez situé le décor de 58. La Guinée va faire irruption sur la scène internationale en 58, dans des conditions qui viennent d'être évoquées. Ça ne va pas être simple, parce que la Guinée souhaitait être parrainée pour son admission aux Nations Unies par la France, ce qui lui a été refusé. Beaucoup de transactions ont été nécessaires.
Mais Bandung, qui a été cité tout à l'heure, va avoir une importance parce que tous les pays d'Asie, tous les pays indépendants des États arabes vont passer, les pays, le bloc de l'Est, vont accompagner la Guinée aux Nations Unies pour sa reconnaissance. Donc la Guinée va rentrer dans des conditions assez difficiles et au niveau financier, le premier pays, autant si les sources d'information sont exactes, l'historien que vous êtes me corrigera, c'est le Ghana qui va nous aider. Et le Ghana va nous aider parce que la France avait décidé que les banques n'injecteraient plus d'argent dans le circuit. Et ce n'est pas un hasard pour le Ghana. Sachez qu'en 1958, Sékou Touré, avant d'être, comme cela a été rappelé, il était syndicaliste, mais il avait déjà, il était secrétaire général de l'UGTA, l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, qui était affilié à la CGT française. Ceux qui comprennent le sens, vous allez voir l'implication politique directe, parce que le Parti communiste français était pour l'indépendance des territoires africains. Sachez aussi que cela nous avait été promis comme effort, récompense pour l'effort de guerre, pour nos morts, qu'après la guerre, on reviserait la situation des colonies, parce que nous avons donné des hommes, et il fallait en échange, et cela, pour ceux qui ne le savent pas, Tiaroy est l'illustration de cette revendication. Tous ceux qui ont revendiqué là-bas ont été décimés. Donc ça aussi, la jeune génération doit le savoir. Donc, nous avons affaire à un panafricaniste qui pense, et dès le début, avant l'indépendance, que la Guinée était prête à renoncer à une partie de sa souveraineté au profit d'un ensemble. C'est ce qui va caractériser la Première République. La politique étrangère de la Guinée va être essentiellement basée sur le panafricanisme, se battre pour l'unité africaine, se battre pour l'indépendance des territoires et colonies, se battre pour que l'homme, la dignité de l'homme soit respectée, quel qu'il soit, où qu'il soit. Et il va se battre pour ça, il va être aidé par la guerre froide, parce que la guerre froide, vous avez les deux blocs, Est-Ouest, et nous avons, étant rejetés, à part les États-Unis et l'Allemagne, par le bloc de l'Est, sous la pression de la France, parce que c'est une punition, nous allons tomber dans les bras du bloc de l'Est. Ici aussi, vous devriez savoir qu'il y avait une distinction. Sékou Touré, je ne suis pas sûr qu'il avait été communiste, mais entre le socialisme et la sociabilité, il y a une différence que nous avons toujours fait une confusion sur ce plan-là. Les Guinéens étaient sociaux, nous sommes prêts à aider, mais la collectivisation n'était pas une doctrine de chemin. Nous avons été poussés progressivement à aller dans ce sens-là, et tout le problème de la Guinée va être comment faire pour résister à ce que les institutions ne soient pas détruites par une puissance coloniale. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'évolution du monde aidant, nous avons été reconnus, nous sommes dans un ensemble, dans un environnement, Afrique de l'Ouest, Afrique francophone, et la France va être obligée de négocier l'indépendance des autres territoires, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Soudan de l'époque, qui, avec toutes les autres colonies, vont accéder à l'indépendance dans les années 60, ce qui va rendre irréversible le processus de décolonisation. Donc la Guinée est un pays phare, la Guinée a besoin de cette solidarité internationale pour survivre. Elle n'a pas grand-chose au niveau, parce qu'avec toutes les ressources qu'on avait, il y avait deux pôles en Afrique de l'Ouest, à l'époque, Dakar et Abidjan. Dakar, où étaient toutes les institutions de l'Afrique occidentale française, et la Côte d'Ivoire, qui était l'élément moteur au niveau économique, parce que nous n'avions à l'époque que notre cher FIA, à l'indépendance. Le barrage de Concoré n'a jamais vu le jour. Donc si je vous cite ces événements-là, c'est pour que vous situiez dans le contexte. Donc la Guinée va se battre sur un autre plan, associer les pays africains, unir les pays africains, les emmener à s'entendre, se dire que nous ne pourrons pas individuellement peser, mais que si nous étions dans un ensemble plus vaste, nous pèserions plus lourd. C'est comme ça que la Guinée n'est pas seulement un des pays fondateurs de l'OUA, mais c'est un des pays initiateurs de l'idée de l'OUA. Vous vous souviendrez que Feu Yalotelli a fait le tour de l'Afrique pour convaincre
les chefs d'État africains d'accepter de s'unir dans un ensemble qui finira par s'appeler en 1963 l'Organisation de l'Unité africaine. Ce qui explique qu'à part la transition de l'Éthiopien, le premier secrétaire général de l'OUA, Feu Diallo Téli, qui a œuvré d'abord en tant qu'un des plus hauts cadres de la Guinée, c'est-à-dire de l'administration française à l'époque, parce qu'il a été secrétaire général du gouverneur général de l'AOF, a aidé à la reconnaissance de la Guinée aux Nations Unies par son entre-gens, parce que c'est lui qui a fait l'ensemble des missions avec l'envoyé spécial de Sékou Touré à l'époque, qui s'appelait Nabiula. Donc, nous avons contribué jusqu'en 1963 à cette création-là, à arriver à faire du panafricanisme une doctrine avec le président Sékou Touré partagé par conviction avec Feu Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana. Cette Guinée-là, dont on en a parlé, parce qu'elle s'est singularisée, on en a parlé parce qu'elle prenait les initiatives, on en a parlé parce qu'elle créait un antagonisme, qu'il y avait un problème quelque part qui, quand vous avez, ou vous êtes en avance sur votre temps, il est très difficile de convaincre. Entre 58 et 60, la Guinée va vivre des moments très très difficiles sur le plan international. Et ce qui, comme je vous disais, ça va caractériser cette Afrique militante, cette diplomatie militante, pour arriver jusqu'à la mort de Sékou Touré. Ça sera vers la fin, c'est dans les dernières, avec le président Giscard d'Estaing, que la France va renouer avec la Guinée et que nous allons commencer à avoir des relations un peu plus détendues. Nous arrivons à la deuxième partie, c'est-à-dire à la mort de Sékou Touré. Nous avons un pays qui est connu dans le monde entier pour son nom, qui est connu dans le monde entier par les complots vrais ou faux, par une diplomatie qui se confond avec la diplomatie africaine, qui se confond dans la lutte des peuples africains, qui défend les mouvements de libération, qui les appuie, qui les accueille. Beaucoup de dirigeants africains de l'Afrique du Sud, du Cameroun et d'ailleurs de l'UPC ont fait des séjours en Guinée, ont été boursiers pour la plupart guinéens, et c'est ce qui rendait cette Guinée attractive dans le monde, dans le tiers-monde, qui était également, non seulement dans le neutralisme positif issu de Bandung, mais également dans l'Afrique continentale, avec les pays d'Amérique latine, la solidarité avec les pays d'Amérique latine. Donc c'est vous dire la place que le pays avait quand va mourir Sékou Touré, qui, à la fin, commençait à comprendre que fabriquer l'homme guinéen, le militant guinéen, n'était pas suffisant. Il fallait que ce militant et cet homme guinéen ait aussi accès à un confort, à une situation matérielle différente, à une situation d'éducation différente. Et c'est ce qui va faire l'ouverture, mais malheureusement l'ouverture ne va pas durer parce qu'il va mourir et remplacé par feu Jean Lansana Conté. Là, nous allons avoir deux événements de situation pour la diplomatie guinéenne. La première, c'est de se trouver en 1984 l'équivalent d'un pays orphelin qui se trouve avec une équipe dirigeante qui n'a connu qu'un système politique d'après-indépendance, c'est-à-dire le système du PDG, et pourtant qui est obligé de faire le contraire de ce qu'il avait fait. C'est-à-dire qu'on va s'engager dans le libéralisme en prenant les droits de l'homme qu'on n'avait pas lus, en disant que nous allons faire une économie libérale sans savoir les conséquences de cette économie libérale, ce que ça allait apporter, parce que c'était de bonne foi, parce que nous souhaitons faire le bonheur de nos populations, en optant pour autre chose que le socialisme qui embrigadait, où il y avait des pénuries. Et vous remarquerez que malgré cela, de 1984 jusqu'à maintenant, nous avons à peu près les mêmes difficultés. Et c'est pour ça que 55 ans après, c'est souhaitable qu'on se prenne en charge, qu'on réfléchisse, qu'on agisse dans le sens du développement. Donc, nous allons, deuxième aspect de cette période de violence à la Conté au niveau de la diplomatie, la Guinée va jouer un rôle important dans la fin des guerres civiles de Sierra Leone et de Libéria, par le truchement de notre implication dans la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et qui va, nous allons susciter les forces militaires qui vont imposer la paix en Sierra Leone et au Libéria.
Ça veut dire que cette diplomatie va être occupée à cela, à se battre, à aller sur tous les fronts pour convaincre et avoir les moyens de lutter contre les ennemis et arriver à pacifier ces deux pays. Donc cette diplomatie est le reflet d'une diplomatie de puissance sous-régionale. C'est-à-dire que les pays qui nous entouraient, le Libéria, la Sierra Leone et en partie la Guinée-Bissau qui avait été aidée déjà par le truchement du PAIGC, nous avons une diplomatie de puissance sous-régionale qui va jusqu'à la mort du président Lansana Conté, va être reconnue, en tout cas par nos voisins, et respectée dans le cadre de la CEDEAO, ce qui va nous donner 2 secrétaires exécutifs d'origine guinéenne, Edouard Benjamin et Lansana Kouyaté, qui ont été secrétaires exécutifs de la CEDEAO. C'est-à-dire que la Guinée jouait un rôle, la Guinée était importante, la Guinée était connue, la Guinée était respectée. Nous arrivons à l'intermède de 2008, à la mort du président Lansana Conté, à la prise de pouvoir par les militaires, parce qu'il faut aussi que vous sachiez ce que j'appelais une démocrature, c'est-à-dire qu'il était... vous avez compris. Nous allons donc nous retrouver, ça va donner naissance à une situation ubuesque. Les 2 années que nous allons passer, fin 2008 à fin 2010, c'est une non-diplomatie parce que nous étions préoccupés par la gestion interne, par comment garder le pouvoir, comment le confisquer, plutôt que de nous ouvrir et comme les coups d'État étaient condamnés, ça les remettait sous sanction. Nous arrivons aux élections de 2010, il faudra aussi saluer cette phase. C'est une phase délicate, c'est une phase importante dans la mesure où le président en exercice, c'est-à-dire le général Sékou Konaté, n'était pas candidat. C'est-à-dire que l'administration ici n'était pas responsable, c'est-à-dire qu'il n'avait pas son candidat. Ce qui rendait les élections transparentes, libres et démocratiques entre eux. Nous allons partir avec, dans le discours d'investiture, vous verrez l'importance de la diplomatie, là c'est remarqué, parce que le président va déclarer dans son discours d'investiture que la Guinée était de retour sur la scène internationale, de retour pour faire en sorte que nous reprenions notre place sur cette scène internationale. Et ça va être marqué par des faits, si on peut les résumer. Nous avons participé à plusieurs rencontres internationales, invités, la Guinée a été invitée aux différents G8 et G20, invité en tant que président démocratique par le président Obama, accepté dans le Conseil des Nations par l'acceptation d'un certain nombre de rencontres et de participations bilatérales, c'est-à-dire des réunions périodiques que nous avons, des voyages qui ont été faits pour promouvoir cette Guinée, pour arriver à asseoir une autre image de la Guinée. Je ne parlerai pas de l'impact de notre manque d'unité sur les insuffisances de cette diplomatie, mais elle a la volonté de bien faire, de s'orienter vers une diplomatie de développement, arriver à rendre notre pays attractif, arriver à rassurer les investisseurs. Cela ne peut se faire que dans la paix, et cette paix est dans l'union. Il y a aussi un aspect de cette diplomatie, comme vous avez remarqué, nous avons eu, la Guinée a une singularité. Cette singularité se retrouve aussi dans nos relations avec la France. Nous nous battons pour améliorer, pour renforcer, redynamiser cette relation, pour parler comme le président Hollande, rendre nos relations normales. Être comme les autres pays, parce que nous n'avons rien de différent. Ce que nous souhaitons, c'est d'asseoir un pays respectable et respecté, arriver à ce qu'il y ait un partenariat plutôt qu'une assistance, une compétition gagnant à gagnant, plutôt l'investissement que l'aide. Nous souhaitons, parce que nous avons les moyens de développer notre pays, nous avons les moyens de nous passer de l'aide, il suffit simplement de nous
gérons ce que nous avons au profit de nos populations, au profit de notre pays. Et c'est ce qui amènera ce pays à sortir. Nous avons une des meilleures chances dans notre sous-région à être émergent parce que nous avons ce qu'il faut. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, nous avons un sol, plus de 6 millions d'hectares de terres cultivables. Nous avons un sous-sol qui a les 2 tiers de réserve mondiale de bauxite, qui a 20 milliards de tonnes de réserve de faible haute teneur. Nous avons les hommes. Partout où vous allez dans le monde, vous avez de quoi être fier de la diaspora guinéenne. Partout où elle est, vous avez des excellences qui ne demandent qu'à aider ce pays, qui ne demandent qu'à rentrer. Tous ensemble, nous bâtirons ce pays-là. Tous ensemble, nous aurons une diplomatie rayonnante parce que nous aurons un pays développé. Merci. Par rapport au fait que Sékou Touré n'était pas marxiste, je le confirme. Je le confirme parce que les premiers intellectuels qui ont proposé cette théorie de la lutte des classes, la réaction de Sékou Touré a été extrêmement vive en disant que la lutte des classes, elle est stupide, qu'il n'y a pas de classe en Afrique. Effectivement, cette notion de gestion suivant la mentalité de l'Afrique profonde, elle a toujours été présente à la fois et dans sa diplomatie. Voilà pourquoi d'ailleurs la Guinée n'a succombé ni à l'Est ni à l'Ouest. Bon. Le deuxième problème, c'est qu'au niveau de la gouvernance de l'enseignant, il a pensé qu'en décrétant la déchéance de toutes les structures politiques et administratives qui étaient là pendant le PDG, que ça suffisait. On s'est aperçu que non. Ça également, c'est à notre attention là. Et puis bon, la non-diplomatie de M. Dalis. Bon, tu ne rajoutes rien. Merci beaucoup, merci. Je pense que les exposants nous ont apporté des éléments historiques et des éléments qui sont historiques mais vérifiables, parce que ce n'est pas des rumeurs ou des sensibilités politiques qui font avancer les choses, le débat. Et en ce qui concerne surtout la question si Sékou Touré était syndicaliste ou communiste, eh bien, vous pouvez lire certains de mes ouvrages là-bas où j'ai vraiment disséqué ce que c'est que la dialectique matérialiste et la dialectique historique, avec la pensée africaine, en ce qui concerne, comme son Excellence l'a souligné, nos traditions. Il y a le social et le socialisme. Ce sont des thèmes qui me tiennent beaucoup à cœur et que nous pouvons revenir là-dessus. En ce qui concerne l'indépendance, moi je suis très heureux d'avoir appris des éléments nouveaux et ça m'a fait penser à Thomas Paine. Thomas Paine, qui était un historien anglais, mais aux États-Unis. Et il s'est rallié aux colons britanniques pour combattre l'île britannique. Alors il dit qu'il était impossible à un continent d'appartenir à une île. C'est-à-dire tout le continent nord-américain ne pouvait pas à un moment donné appartenir à une île. Et le raisonnement peut être compris de cette façon aussi. Comment est-ce que l'Afrique tout entière peut appartenir à quelques pays occidentaux? Impossible. Donc on passe aux questions qui vont animer le débat. Bon, en ce qui concerne la position incertaine de Sékou Touré vis-à-vis de non, ça je pense que je l'ai bien clairement indiqué dans mon exposé. C'est en ce sens que j'ai parlé de son embarras. Mais il était obligé, même s'il était pour le oui, de parler du non. C'est-à-dire de poser la revendication dans le cadre du rejet de la Constitution de la Ve République que la communauté franco-guinéenne qu'on était en train de mettre en place. Pourquoi? D'abord à cause de son parcours, ça aussi je l'ai dit. N'étant pas un fils de chef, la façon dont il vivait le système colonial et la façon dont les fils de chef qui faisaient l'essentiel des élites de l'époque n'était pas la même. Par conséquent, il savait parfaitement qu'en disant non au système colonial, il
avait en quelque sorte l'adhésion de tous les paysans qui étaient, disons, écrasés de manière absolument inhumaine par le système colonial. Ça, c'est, si vous voulez, c'est d'une logique limpide. La deuxième chose, c'est sur les conseils de Senghor, que De Gaulle a évité une autre guerre avec les pays d'Afrique noire qui demandaient, vous savez, après la guerre d'Indochine en 1954, tout de suite, c'est suivi la guerre d'Algérie. 2 ans après le déclenchement de la guerre d'Algérie, la Tunisie et le Maroc ont remis en cause le protectorat français. Parce que ces 2 pays étaient sous protectorat. Alors pour eux, les Algériens sont leurs frères, il n'y a pas de raison que la France déclare la guerre à leurs frères et qu'eux, ils continuent à être dans le giron français. Donc là également, ça c'est en 1956, la France a perdu encore le Maroc et la Tunisie. À partir de 1958, cette fois, les revendications ont touché le pays que les Arabes appellent le Bilad al-Soudan, le pays des Noirs. Et là, Senghor a dit attention à De Gaulle, ne pas créer de complications, ne pas créer de contrariétés entre la France et les Africains. Parce que les Africains, ce sont des gens qui peuvent comprendre. De Gaulle n'a qu'à leur proposer fraternellement une communauté. Et c'est ce que De Gaulle a fait. Donc, Sékou, c'est-à-dire qu'à la limite, Sékou était dans une espèce d'incertitude politique. C'est-à-dire que tous les courants intellectuels de l'époque, le courant communiste notamment, bon, n'avait pas les faveurs de Sékou Touré. Et ça, on le savait. Et c'est d'ailleurs ce qui va créer beaucoup de problèmes après l'indépendance, parce que la Guinée a eu d'abord des problèmes de reconnaissance avec la France, mais tout d'un coup, tous les intellectuels, qu'ils soient africains ou d'ailleurs, qui étaient à gauche, surtout des communistes, sont partis en disant, bon, eux, ils vont lancer, la Guinée va être un défi pour le reste du monde, et puis bon, ils sont là à remplacer tous les fonctionnaires français qui sont partis pour faire fonctionner l'administration guinéenne, et puis bon, continuer à enseigner les gens. C'est ainsi que nous avons eu des professeurs comme Jean-Claude Vestrepen, qui est mort au Cambaro, comme professeur de philo, etc. Bon, alors, maintenant le problème, c'est que si ces gens-là étaient communistes, c'est qu'ils ne l'étaient pas. Ce qui intérieurement va poser d'autres problèmes encore. Donc on peut tout à fait, pour résumer, comprendre dans ces conditions-là qu'ils ne soient pas invités à la rédaction de la Constitution. Mais je ne suis pas sûr, puisque c'est Michel Debré qui a rédigé la Constitution là, avec son cabinet, je ne suis pas sûr qu'on a fait appel à d'autres intellectuels africains pour ça. Ça, je ne suis pas sûr. Voilà. Alors, avec votre permission, je vais juste rajouter quelques éléments. D'abord, la Constitution de 1958 s'inspire du discours de Bayeux, de Jean de Gaulle, qui a été fait bien avant, donc c'était pas du tout. Là où Senghor et au fait ont joué un rôle, c'est qu'ils étaient d'abord membres du gouvernement, Jean de Gaulle, en tant que membres du gouvernement, ils ont contribué à définir les contours d'une coopération franco-africaine, d'un ensemble qui donnerait, comme on avait déjà l'autonomie avec la loi de fer, ce qui a permis à la Guinée, c'est ça qu'il faut que vous le sachiez, de préparer 58. Depuis 56, le PDG a commencé ce travail. Donc dire que Sékou Touré n'était pas pour l'indépendance, je ne le pense pas personnellement. D'abord, son congrès, le congrès du PDG, a décidé que le parti voterait non. Ce parti était majoritaire à l'époque. Il faut le savoir, ils avaient la majorité absolue à l'Assemblée territoriale. L'apport des partis d'opposition, les partis d'opposition n'étaient pas pour l'indépendance au départ. Il faut aussi que vous le sachiez, mais dans l'intérêt supérieur du pays, ils ont décidé d'accompagner et de faire cette unanimité le 27 septembre 1958. Vous avez des rôles aussi importants que le Parti africain de l'indépendance qui était fait au Sénégal de Majbour Diop, qui réunissait les grands intellectuels africains. Eux étaient pour l'indépendance, vont tout faire pour pousser les intellectuels africains où qu'ils étaient, pour contribuer à asseoir cette idée d'indépendance. Quand la Guinée a voté non, c'est ce qui explique l'arrivée des Sénégalais, des Haïtiens, certains Français, à venir aider cette jeune république qui avait été délaissée dans l'administration
avait été évacué par la puissance colonisatrice. Vous avez également le rôle des grandes grèves qui avaient eu lieu avant 1958. Sékou Touré a quand même tenu plus de 70 jours de grève à Conakry contre l'administration. Donc vous savez, tous les ingrédients étaient là pour... Nous étions mûrs, ce qu'il était moins, parce que si vous comparez la réception du général de Gaulle à Conakry et celle qui a suivi le lendemain à Dakar, Dakar c'était plus houleux qu'à Conakry parce que le pays avait des pancartes où ils exigeaient l'indépendance. Et comme vous le savez, peut-être la jeune génération ne le sait pas, les deux leaders de l'époque avaient disparu, ils n'étaient pas à Dakar, Senghor n'était pas là, Mamadou Dia n'était pas là, Lamine Gueye n'était pas là. C'est Valdiodio Ndiaye qui avait prononcé le discours, ce qui va lui coûter très très cher par la suite. C'est pour vous dire l'ambiance de l'époque, c'est que vous avez une Afrique qui avait assisté à la défaite, qui croyait que la France était invincible. Mais cette France qui avait été battue, d'abord occupée par les Allemands, battue par les Vietnamiens, et se disait de pourquoi nous resterions dans le jeu colonial. Ce sont ces événements, cette ambiance de 58 qui va nous amener à aller de l'avant, à pousser, c'est-à-dire que dire qu'il était plutôt pour le oui, je ne le pense pas. Parce que le Congrès, vous savez très bien qui connaît le PDG, quand le Congrès est orienté par à la vision de ses responsables. Et ces responsables-là, essentiellement, c'était Sékou Touré et Sékou Diallo qui ont décidé qu'ils iraient au non. Donc c'est pour cette partie-là, et ce serait important, il y a un autre livre, parce que vous aurez remarqué que je suis le seul à n'avoir pas écrit. Vous avez le nom à De Gaulle du professeur Lansana Kaba, qui situe très très bien toutes ces histoires dans le contexte de 1958. C'est un travail d'historien comme notre ministre, et aussi parce que la jeune génération a besoin de le savoir, que ce que le pays a traversé est possible. Il est possible de l'éviter, il est possible d'arriver à parler d'une même voix. Vous remarquerez que c'est une obsession, quand je vous parle, chaque fois je parle de paix et d'unité, parce que c'est une exigence pour nous. Le fait politique en lui-même peut faire de nous des adversaires, mais jamais des ennemis. L'ambiance de 58, si nous pouvions la retrouver, même la rêver, ce serait une bonne chose. Merci. Oh, merci. Là aussi, il faut manger. Vente promotionnelle. C'est comme si je reprenais votre visage. Ah, mon beau, il faut bien manger. Merci beaucoup. C'était humanitaire. C'était consommé. Je vais vous inviter à la maison avec Konaté. D'accord. Ok. Je vous appellerai. Il n'y a pas de problème. Il met un livre spécial des tombes. Un livre spécial des tombes. Ah, là c'est la table de l'ambassade. Arrête. Je vais me mettre en route. Est-ce qu'on va appeler Général de Gaulle ou pas? Général Leclerc. Si tu fais ça, je te donne ça. Je vais en faire. Je pense qu'il y en a assez. Hein. J'achète le pays, il y en a assez. Oui, vous allez bien. Ouais. Invitation. Ah, merci. Je suis là. Voilà.
Ah,